ce n'était pas de la grande musique, mais vous avez quand même reconnu Il pleut bergère. Vous l'avez reconnu parce que la musique est stockée, à la fois dans votre mémoire à vous et dans une autre mémoire, mécanique celle-là, un cylindre à picot. Un picot devant une lame, la lame fait ting. Ting ou pas ting, 1 ou 0. C'est la première mémoire binaire de l'histoire. Il y avait à Bagdad, à la maison de la sagesse, 3 frères, fils d'un certain Moussa ibn Shakir, qu'on appelait donc les fils de Moussa, les frères Banu Moussa. Des 3 frères, il semble que l'aîné, Muhammad, et le cadet, Al-Hassan, aient été meilleurs géomètres et astronomes que Ahmad. Un jour, un rival avait essayé de discréditer Ahmad devant le calife Al-Mamoun en l'accusant de n'avoir lu que 6 des 13 livres d'Euclide. Ouah, la honte! Ahmad s'était défendu en disant qu'il n'avait pas besoin de lire la suite parce qu'il pouvait tout retrouver par déduction. Comme c'était vrai, le calife Al-Mamoun avait reconnu les qualités d'Ahmad, mais avait blâmé sa paresse. Parce que, avait-il dit, lire les éléments d'Euclide pour la géométrie, c'était comme apprendre l'alphabet pour la lecture. Ahmad était peut-être moins bon en géométrie que ses frères, et c'était lui le meilleur inventeur. Il y a donc des chances que ce soit lui le héros de cette histoire. Mais comme les manuscrits ont toujours été signés par les 3, on parle des inventions des frères Banu Moussa. Dans ce Kitab al-Hiyal, ou livre des dispositifs ingénieux, on trouve toutes sortes de mécanismes, des engrenages, des automates, des horloges. Il y a aussi des pompes, des siphons, des roues à aubes et une quantité d'autres machines. Mais le dispositif le plus ingénieux qu'aient conçu les frères Banu Moussa n'est pas dans ce livre. Il est dans un autre manuscrit, intitulé L'instrument qui joue par lui-même. Voici comment il commence. Nous allons expliquer comment faire un instrument qui joue par lui-même n'importe quelle mélodie souhaitée, parfois en rythme rapide, parfois en rythme lent, et aussi dans lequel la mélodie puisse être changée à volonté. Et puisque cet orgue perpétuel ne peut fonctionner qu'avec une source d'air continue, nous commencerons par expliquer comment faire un instrument pour obtenir une source d'air perpétuelle. Je suis incapable de savoir si le mot arabe qui désigne l'instrument dans le manuscrit est correctement traduit par orgue. L'instrument qui est décrit serait plutôt une flûte qu'un orgue. Mais ce n'est pas important. La source d'air perpétuel obtenue par un système hydraulique n'est pas non plus ce qui nous intéresse. La question est, comment font-ils pour jouer automatiquement n'importe quelle mélodie souhaitée et la changer à volonté? Nous fabriquons un cylindre rond, fermé aux 2 extrémités, de longueur correspondant au moins à la distance des 8 trous du tuyau. Nous mettons sur la surface de ce cylindre des cercles, en face des 8 leviers par lesquels les trous du tuyau seront ouverts ou fermés, comme expliqué plus haut. Sur chacun de ces cercles sur la surface du cylindre, de petites dents sont fixées avec des bordures en arc de cercle. Sur chaque cercle, en face d'un trou, on place autant de ces dents que de notes dans la mélodie correspondant à ce trou. Et nous faisons en sorte que la longueur de chaque dent en face d'un trou corresponde à la durée de la note dans la mélodie. Il y a donc 8 trous dans un tuyau et ils seront alternativement fermés et ouverts par des dents placées sur un cylindre. Pas de doute, c'est bien un cylindre à picot. Par rapport aux lames d'acier d'une boîte à musique, il y a quelque chose en plus. C'est la possibilité de coder la durée du son émis par la longueur des dents.
Alors si cette roue, à aube, tourne, il est clair que le cylindre tournera aussi, et les 8 trous du tuyau d'orgue seront alternativement ouverts et fermés par les palets qui appuient dessus, et ils produiront la mélodie pour laquelle le cylindre est fait. Et il répétera la mélodie jusqu'à ce qu'on coupe l'alimentation en eau de la roue. Et voilà le travail. Il n'y a même pas besoin de manivelle. L'instrument joue vraiment tout seul, comme le dit le titre. Alors, si nous souhaitons changer cet orgue pour jouer une autre mélodie que celle qu'il joue actuellement, ceci peut être fait en agrandissant le cylindre jusqu'à ce qu'un demi-tour donne la mélodie actuelle, répétée 2 ou 3 fois, et l'autre demi-tour une autre mélodie, jouée 2 ou 3 fois. Ils ont bien compris que c'est le cylindre qui code la mélodie et qu'on peut la changer sans modifier le reste de l'instrument. Par la même méthode, on peut fabriquer un personnage qui joue du luth ou un autre instrument à cordes, de sorte que les deux instruments se conforment l'un à l'autre. Et il est également possible de fabriquer des personnages qui dansent en suivant l'orgue et l'instrument à cordes. Ils ont aussi compris que le programme qui est écrit par les dents sur le cylindre peut coder plus qu'une seule mélodie. Il peut coder simultanément 2 mélodies et aussi des mouvements d'automate. On ne peut pas être certain que le cylindre à picot ait été inventé par les frères Banu Moussa. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'en trouve aucune trace avant eux. Les Grecs avaient un système de programmation différent pour leurs automates. Il était basé sur des déroulements de ficelles tendus par des poids. Toujours est-il que le cylindre à picot est utilisé depuis au moins 11 siècles. Il semble être passé en Occident vers le XIIIe siècle, peut-être à la faveur des croisades de Saint-Louis. Jusqu'au XVIIe siècle, il a été utilisé surtout pour commander des carillons d'église. À partir du XVIIe siècle, on le retrouve dans toutes sortes de mécanismes automatiques. Par exemple, le flûteur de Vaucanson, présenté en 1738, fonctionne avec un cylindre à picot. Plutôt que Vaucanson, j'ai choisi cet homme, un siècle avant. Salomon de Caux. Le voici en 1619 à l'âge de 43 ans, comme il est précisé sur la gravure. Il a exercé ses talents d'ingénieur d'abord en Angleterre. La princesse pour laquelle il travaillait, ayant épousé le prince électeur du Palatinat, elle a amené Salomon de Caux en Allemagne dans ses bagages. Et le voilà à Heidelberg, organisant les jardins du palais. Il en est fier à juste titre et publie les gravures de ses réalisations. Heureusement, parce qu'à la suite du ravage du Palatinat par Turenne en 1674, il n'est rien resté des jardins d'Heidelberg. Salomon de Caux avait conçu ces jardins à la française, selon le bel ordonnancement que vous voyez. Il les avait agrémentés de toutes sortes de divertissements et de surprises, de jets d'eau et de fontaines musicales. Quelques années plus tard, Salomon de Caux rassemble son expérience d'ingénieur et d'architecte dans ce livre qu'il intitule Les raisons des forces mouvantes. On y trouve ce dessin, accompagné d'une explication tout à fait anodine sur cette sorte de cocotte-minute, qui fera monter l'eau, comme dit le titre, par aide du feu plus haut que son niveau. Ce genre d'expérience sur la vapeur d'eau, Héron d'Alexandrie en a écrit tout un livre au 1er siècle après Jésus-Christ. Et Salomon de Caux n'a jamais prétendu à l'originalité. Mais tant pis. Et s'il était l'inventeur de la machine à vapeur? Mais alors, pourquoi l'invention ne lui aurait-elle pas valu la gloire qu'il méritait? Eh bien, parce qu'ayant un peu trop pressé le cardinal de Richelieu à propos de son invention, celui-ci l'aurait fait méchamment jeter en prison. Enfermé à Bicêtre, il serait devenu fou.
Il passait son temps à crier à tous les passants qu'il avait fait une découverte admirable. Et le marquis de Worcester, visitant Paris, aurait écouté ce pauvre fou, admiré son génie, et ramené son idée en Angleterre, et quelques années après, il se serait attribué le mérite de l'invention. Quelle fourbe! Rendons vite à la France la gloire scientifique qu'elle mérite. Oui, mais non. Ce n'était rien d'autre qu'un canular monté en 1834, assez peu crédible au demeurant. Qu'il se soit trouvé tant de monde pour y croire à l'époque en dit long sur le climat de compétition nationaliste qui régnait un peu partout. Une autre invention dont Salomon de Caux ne prétend pas être l'auteur, c'est le cylindre à picot. Il l'utilise dans beaucoup d'instruments, parfois même à une échelle assez impressionnante. Remarquez que le cylindre est marqué régulièrement. On comprend mieux pourquoi sur ce détail. Comme chez les frères Banu Moussa, les dents sont de longueurs inégales, pour ouvrir ou fermer un tuyau d'orgue pendant un temps fixé. La graduation régulière permet de produire des notes de longueur multiples d'une même quantité, c'est-à-dire de coder le rythme. Voici un autre amateur de cylindres, même si on s'y attendrait moins. Denis Diderot, oui oui, l'ami d'Alembert et de Rousseau, l'encyclopédiste. En 1748, il publie ses Mémoires sur différents sujets de mathématiques. Quel rapport avec les cylindres musicaux? Le quatrième mémoire s'intitule Projet d'un nouvel orgue sur lequel on pourra exécuter toute pièce de musique à 2, 3, 4, etc. parties. Instrument également à l'usage de ceux qui savent assez de musique pour composer et de ceux qui n'en savent point du tout. Voici les premières phrases. Entre tous les instruments de musique, il n'y en a peut-être aucun qui soit plus méprisé que l'orgue d'Allemagne, et c'est à juste titre car il rassemble les défauts principaux des autres. Il a peu d'étendue, il est borné à un certain nombre d'airs, et l'on ne peut l'employer à l'accompagnement. Mais en revanche, il ne suppose aucun talent dans celui qui en joue, et l'on ne disconviendra pas qu'il n'y ait quelque mérite à l'avoir inventé. L'orgue d'Allemagne, c'est ce que nous appelons orgue de barbarie. À l'époque, il ne fonctionne pas encore avec des cartons, mais avec des cylindres. Pour moi qui ne suis guère plus honteux et guère moins curieux qu'un enfant, je n'eus de cesse ni repos que je n'eusse examiné le premier orgue d'Allemagne que j'entendis. Et comme je ne suis point musicien et que j'aime beaucoup la musique, et que je voudrais bien la savoir et ne la point apprendre, à l'inspection de cet instrument, il me vint en pensée qu'il serait bien commode pour moi et pour mes semblables, qui ne sont pas en petit nombre, qu'il y eût un pareil orgue ou quelque autre instrument qui n'exigeât ni plus d'aptitude naturelle, ni plus de connaissances acquises, et sur lequel on pût exécuter toute pièce de musique. Si le célèbre Vaucanson, ajoutai-je, qui a fait manger et vivre un canard de bois et jouer de la flûte à des statues, se proposait cette autre machine, je ne doute point qu'il n'en vînt à bout, et qu'on ne nous annonçât incessamment un organiste automate. Et pourquoi non? Serait-ce le premier qu'on aurait vu? De réflexions en réflexions, moitié sérieuses, moitié folâtres, car je n'en ai guère d'autres, je parvins à me demander pourquoi le carillon de la Samaritaine changeait d'air et pourquoi l'orgue d'Allemagne jouait toujours les mêmes. Je me répondis par rapport à celui-ci que c'est parce que les petites pointes, que les artistes appellent notes, qui agissent sur les touches, sont immobiles sur le cylindre, et je conçus aussitôt un autre cylindre criblé de trous artistement disposés, dans lesquels des pointes mobiles pourraient s'insérer, frapper les touches des tuyaux qu'on voudrait faire parler et produire ensemble et successivement toutes sortes de sons à discrétion. En clair,
Diderot propose un cylindre programmable. Pour changer la mélodie, il suffirait de déplacer les pointes mobiles. Sauf que Diderot est en train de réinventer la roue. Pour les carillons d'église, il existe des cylindres programmables depuis, semble-t-il, le XVe siècle. Le cylindre d'un carillon d'église est un monument de plusieurs tonnes. Si on veut changer une mélodie, il est beaucoup plus simple de déplacer les pointes que de changer le cylindre. Voici la description d'un carillon installé à Rouen en 1864. Le premier mécanisme consiste en un rouage d'horlogerie faisant tourner un gros cylindre, percé d'une multitude de trous régulièrement espacés et destinés à recevoir des cames en acier dont les fonctions consistent à soulever les touches d'un clavier. Chaque touche fait lever un marteau qui frappe sur la cloche avec laquelle la touche est en relation. L'on peut à volonté et assez promptement changer les airs qui sont piqués puisque chaque came peut être facilement déplacée et remplacée dans l'un des nombreux trous dont le cylindre est pourvu. Les premiers volumes de l'encyclopédie paraissent 3 ans après les mémoires sur différents sujets de mathématiques de Diderot. Les instruments qu'on fait parler avec une roue n'y sont pas oubliés. La planche que vous voyez accompagne l'article lutherie. Celle-ci est dans le chapitre horlogerie. Vous y voyez un carillon à 15 notes, commandé par un cylindre à picots. Les picots actionnent des marteaux qui frappent sur les cloches. Noter un cylindre, c'est le programmer pour qu'il joue une mélodie donnée. Il y a toute une technique exposée dans ce livre de 1775. Le frontispice représente un atelier de noteur de cylindres. L'auteur commence par énumérer tous les instruments qui peuvent être commandés par un cylindre. Puis il dit « Je me bornerai donc à un de ces instruments, le plus connu de tous, dont je me servirai comme de moyenne proportionnelle pour enseigner le notage. Cet instrument, c'est la serinette, qu'on peut se procurer à peu de frais. Quiconque saura bien noter un cylindre de serinette pourra aisément noter quelque instrument que ce soit. » Voici une serinette de 1757. D'après l'étiquette, elle vient des ateliers Bénard, facteurs d'orgues et de serinettes. Vous distinguez la manivelle sur le devant. Cette manivelle fait tourner le cylindre et actionne en même temps le soufflet. Les picots du cylindre agissent sur les leviers, il y en a 10. Les leviers bougent ou débouchent les tuyaux qui sont alimentés en air par le soufflet. Mais pourquoi ce nom de serinette? Vous voyez sur ce tableau de Chardin une dame en blanc en train de tourner la manivelle d'une serinette. Face à elle, une cage. Là, un petit garçon tourne la manivelle et regarde la cage. Une serinette, c'est fait pour seriner, la même rengaine à un serin, et l'entraîner à siffler la mélodie. Il y avait aussi des merlettes pour les merles et des perroquettes pour les perroquets. La serinette était relativement bon marché, on en trouvait dans les familles, et elle faisait donc partie des référents culturels à l'époque. Diderot va l'utiliser pour illustrer un débat philosophique dont l'enjeu dépasse de loin l'apprentissage musical des oiseaux de compagnie. Il imagine un dialogue avec son ami d'Alembert. Le débat porte tout simplement sur la nature du vivant. Que l'animal puisse être vu comme une machine était généralement admis depuis Descartes. Mais qu'on puisse étendre cette conception mécaniste à l'homme, doué de raison et surtout d'une âme, était encore tabou. D'Alembert dit « J'entends. Ainsi donc, si ce clavecin sensible et animé était encore doué de la faculté de se nourrir et de se reproduire,
Il vivrait et engendrerait de lui-même, ou avec sa femelle, de petits clavecins vibrants et résonnants. Sans doute. À votre avis, qu'est-ce autre chose qu'un pinson, un rossignol, un musicien, un homme? Et quelle autre différence trouvez-vous entre le serin et la serinette? En clair, quand la serinette enseigne au serin une mélodie, lequel est le plus conscient des deux? De quel côté l'information se trouve-t-elle? Soyez logicien et ne substituez pas à une cause qui est et qui explique tout une autre cause qui ne se conçoit pas, dont la liaison avec les faits se conçoit encore moins, et qui engendre une multitude infinie de difficultés, et qui n'en résout aucune. Mais si je me dépare de cette cause, il n'y a plus qu'une substance dans l'univers, dans l'homme, dans l'animal. La serinette est de bois, l'homme est de chair, le serin est de chair, le musicien est d'une chair diversement organisée, mais l'un et l'autre ont une même origine, une même formation, les mêmes fonctions et la même fin. Ah, le débat ne faisait que commencer. Il n'était pas encore question de machines à penser, mais un tabou était en train de tomber. À propos, Il pleut bergère, la chanson date de 1780, juste avant le rêve de d'Alembert. Les paroles sont de Fabre d'Églantine. Ce Fabre d'Églantine, qui n'était pas noble du tout, était un auteur de théâtre pas vraiment à succès. Il a tout de même laissé une trace comme co-auteur du calendrier révolutionnaire et quelques affaires louches pendant la Révolution, affaires qui ont fini par l'envoyer à l'échafaud le 5 avril 1794 dans la même charrette que Danton. D'ailleurs, Danton, ce jour-là, euh, attendez, si vous en avez assez de m'entendre seriner des histoires, bah, cessez de tourner la manivelle.